Le but du TP du jour est de fabriquer un condensateur fait maison dont la capacité sera la plus grande possible. Néanmoins, avant d'en arriver là, on va revenir sur le principe qui nous permet de mesurer la constante de temps d'un circuit du premier ordre. Pour commencer, il nous faut notre circuit du premier ordre et, comme d'habitude dans l'électricité, pour faire le montage, il suffit de suivre les fils. Ici, on part du générateur pour aller à la résistance, de la résistance, on ressort pour aller au condensateur, et du condensateur, on ressort avec un fil noir, c'est important, pour retourner à la masse du générateur. Ce n'est qu'une fois le circuit complètement construit qu'on va rajouter les fils qui permettent de faire les branchements de la plaque Sisam. D'abord la masse, qui doit être une et une seule dans le circuit, donc le fil noir qui part de la borne noire de la plaque Sisam pour arriver à la borne noire du générateur, puis les deux fils EA1 et EA5 qu'on met en vert ici pour bien montrer qu'ils ne font pas partie du circuit de base et qui se branchent respectivement à la sortie du générateur, donc sur la borne gauche de la résistance, et à la borne non à la masse du condensateur, donc la borne de droite de la résistance. Le système étant paré, on allume le GBF qui, pour ceux du lycée, est par défaut en mode triangle. Il faut donc le changer en mode rectangulaire et régler le calibre pour arriver aux 200 Hz demandés par l'énoncé du TP. On passe alors sur Lattice Pro, ce qui est l'occasion de se rappeler que le réglage du déclenchement, ou trigger sur les oscillos, est fort utile pour éviter que le signal ne danse n'importe où sur l'écran. Ici, on choisit de regarder EA1, qui est la tension du générateur, donc celle dont on est le plus sûr que les variations seront franches et de forte amplitude, et on demande que l'acquisition démarre à chaque fois que EA1 croise la ligne 0 V en sens montant. Ainsi, en se plaçant en mode permanent, dont il ne faut néanmoins pas abuser, on va pouvoir voir l'influence de la modification de la résistance sur la forme du signal et donc sur la constante de temps. Déjà, pour voir correctement charge et décharge, il faut qu'une demi-période fasse au moins 5 taux de large. On diminue donc dans un premier temps la résistance pour diminuer 5 taux jusqu'à ce qu'il tienne dans la demi-période. Ensuite, il suffit de regarder une charge et une décharge, donc seulement sur 5 millisecondes au lieu des 20 qui sont donnés par défaut sur la dispo. Sur la montée quasi complète, on trace une tangente en un point. En utilisant le pointeur et en demandant via un clic droit à définir une nouvelle origine au point où on a tracé la tangente, on peut trouver le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la tangente croise l'asymptote à la courbe. Attention, même si ici les deux sont quasi confondus, on parle bien de l'asymptote et non de la valeur du générateur en régime haut, ce qui n'est pas forcément la même chose. Voir la vidéo de démonstration associée en description. A noter que la méthode marche et fournit le même résultat quelle que soit la courbe choisie, la charge, la décharge, la tension au bord de la résistance, etc. Si on remplace à présent le condensateur par une bobine, on retrouve le même type de comportement, sauf qu'ici c'est le courant, donc la tension au bord de la résistance, qui sera continue. La tension au bord de la bobine accusant ainsi la discontinuité de celle du générateur. A noter qu'on voit très clairement ici l'asymptote qui n'est pas nulle, malgré le fait qu'une bobine parfaite devrait être équivalente à un fil, car justement, la bobine n'est pas parfaite et contient une résistance interne de 32 ohms qui n'est pas négligeable devant la résistance placée dans le circuit, à savoir les 100 ohms de la résistance variable ainsi que les 50 ohms de la résistance de sortie du générateur. Vient à présent la partie fun du TP, construire effectivement un condensateur avec les moyens du bord, ce que vous pouvez reproduire chez vous avec 2 feuilles d'aluminium pour les armatures conductrices séparées par du film alimentaire qui va faire office d'isolant. La capacité est donnée dans ce modèle du condensateur plan par ε0 εr S sur D, où S est la surface des plaques conductrices en regard et D la distance entre les deux. Pour fabriquer un bon condensateur, il va donc falloir utiliser des surfaces importantes, mais aussi essayer de mettre les deux surfaces métalliques le plus proche possible sans contact électrique entre les deux, donc sans risquer que l'isolant se déchire ou devienne conducteur du fait d'une trop grande différence de charge entre les deux plaques. Tout le jeu est alors de voir comment faire. On peut bien sûr appuyer sur les plaques via des masses, mais il est difficile de maintenir une pression uniforme. Une autre méthode est de plier l'ensemble comme une crêpe en mettant une feuille d'isolant supplémentaire pour éviter que, lors du pliage, la plaque du dessous se mette en contact électrique avec la plaque du dessus, court-circuitant ainsi l'ensemble. C'est difficile à faire sans créer de court-circuit, auquel cas il faut déplier et recommencer. Mieux vaut ne pas être trop gourmand. En procédant ainsi, on peut atteindre 200 à 250 nanofarads, mesurés via la méthode de la tangente, bien sûr, et assez facilement. A noter que dans ce TP, les grands vainqueurs toutes catégories ont été les PCSI3 de l'année 2020-2021. Ils ont poussé la méthode de manière industrielle en préparant de multiples condensateurs à la maison en suivant une recette de grand-mère trouvée sur internet et surtout en les branchant tous en parallèle les uns aux autres, additionnant ainsi les capacités de chacun. Ils ont réussi à monter jusqu'à 18 microfarads, soit 18 000 nanofarads
à comparer aux 200 à 250 trouvés précédemment. Chapeau bas.